Bienvenue dans Découvre mon histoire, le podcast du Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège, le CRIPEL. Pour cette 4e saison, menée en partenariat avec la SBL NEMA de la Cité Miroir, reconnue comme centre pluridisciplinaire de la transmission de la mémoire, nous avons été à la rencontre de 3 femmes qui ont survécu à la guerre et qui ont accepté de nous parler de leurs blessures et de leur chemin de reconstruction. À mon arrivée, je pensais que la situation durerait 2 mois, puis que je rentrerais chez moi. Mais avec le recul, je me rends compte à quel point c'était utopique. Dans ce 2e épisode, nous retraçons l'histoire de Tatiana, réfugiée ukrainienne. Son témoignage nous plonge dans son parcours d'exil et dans la reconstruction de ses liens sociaux ici en Belgique. Comment retrouver sa place dans la société et construire des relations de confiance malgré le déracinement et les traumatismes. Son récit sera suivi de l'interview d'Elsa Mescoli, chargée de cours en anthropologie des migrations à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Liège et directrice adjointe du CEDEM, le Centre d'études de l'ethnicité et des migrations de l'ULiège, qui nous aidera à comprendre les mécanismes de la reconstruction sociale, comment se réinsérer, retrouver un réseau, participer à la vie collective et reconstruire sa dignité et son appartenance à une communauté. Иванова Татьяна. Я родилась в городе Изюме в 1966 году, 27 сентября. Je suis Tatiana, née le 27 septembre 1966 à Izium, une ville de l'Est de l'Ukraine. Je suis née à l'époque où l'Ukraine était encore sous le régime de l'Union soviétique. J'ai grandi dans ce monde-là. À l'école, j'ai appris le russe et l'ukrainien, sans imaginer un seul instant que ces langues deviendraient un jour des lignes de fracture dans ma propre vie. Je me suis mariée en 1988 et 4 ans plus tard, mon fils est né. J'ai fait plusieurs boulots, d'abord dans une caserne militaire, puis dans une pizzeria et enfin comme magasinière. Le travail a toujours fait partie de moi. C'est ma manière de tenir debout, de me sentir utile. En 2014, mon mari est décédé. Bonjour, Elsa Mescoli, merci les choses ont commencé à changer dans notre pays avec l'invasion de la Crimée par la Russie. L'armée était plus présente dans les rues. De l'université L'atmosphère était plus lourde, et plus tendue. Bonjour Elsa Mescoli, merci d'avoir accepté notre invitation. Mon fils s'est marié en 2015 Vous êtes chargée de cours en anthropologie des migrations à la Faculté des sciences sociales. Nous vivions tous ensemble dans une grande maison. Mon fils, et directrice adjointe du CEDEM, le Centre d'études. Je me levais tous les jours à 5h du matin et je rentrais vers 20h. Je travaillais 7 jours sur 7 pendant une semaine entière. Puis la semaine suivante, je me reposais, je faisais toutes les démarches administratives. Mon quotidien était assez chargé, mais nous vivions une vie normale. Puis, il y a eu le 24 février 2022. Les Russes ont pris le contrôle de la ville très rapidement. Dans la nuit du 2 au 3 mars, Izium a été bombardée. En quelques heures, certains bâtiments avaient été totalement détruits comme l'école du quartier. Le 9 mars, un autre bombardement a touché un immeuble où de nombreux habitants du quartier s'étaient réfugiés dans les caves. Ils sont tous morts ce jour-là. Ma maison tenait encore debout, mais nous n'avions plus rien. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de chauffage. À cause des bombardements, le toit était fortement dégradé et il y avait des trous de balles de sniper dans les murs. C'était l'hiver et il faisait un froid glacial. La situation était vite devenue invivable. Ma belle-fille et mon petit-fils sont partis avant nous, direction la Pologne, pour rejoindre le père de ma belle-fille. Mon fils et moi avons essayé de rester et de survivre. Mais en avril, nous avons compris que nous n'avions plus le choix. Nous avons fui, par la Russie, par la Lettonie, puis par la Pologne. Arrivés en Pologne, nous avons été accueillis dans un immense centre avec des lits de camp posés à même le sol. Nous avons attendu. Puis, on nous a donné un ticket pour prendre le bus qui partait pour la Belgique. La destination n'avait pas vraiment d'importance, ce qui comptait, c'était de partir. Le bus nous a conduits en Belgique, à Bruxelles, dans un grand bâtiment près de l'université. À l'arrivée, un couple nous attendait, avec une pancarte sur laquelle étaient inscrits nos noms, et nous ont accueillis chez eux pendant 2 mois. Ils nous ont aidés dans chaque démarche. Ils ont pris le temps. Ils ont fait en sorte que l'on se sente chez nous. Grâce à eux, je me suis sentie accueillie vraiment. Ensuite, avec l'aide d'une association,
Ils nous ont aidés à trouver un logement plus durable. Aujourd'hui, nous vivons dans d'anciens logements militaires réhabilités après les inondations. Nous avons un bail de 3 ans, non renouvelable. Bientôt, il faudra à nouveau chercher ailleurs. Je n'ai plus repris contact avec ce couple. Je me sens déjà tellement redevable. Je n'ose pas les déranger encore. Ce qui est le plus difficile ici, c'est sans aucun doute la langue. La barrière est immense. Pour le moment, je dors, j'apprends le français, je vais en cours, je rentre, j'étudie encore. À mon arrivée, je pensais que la situation durerait 2 mois, puis que je rentrerais chez moi. Mais avec le recul, je me rends compte à quel point c'était utopique. Un jour, j'ai compris que je devais me reprendre, que je devais m'adapter. J'ai commencé les cours de français de manière intensive, mais c'est très compliqué. J'ai souvent l'impression de vivre dans une bulle, dans un monde que je ne comprends pas vraiment. Je n'aime pas dépendre des autres. Je n'aime pas ne pas avoir le contrôle. Je voudrais pouvoir me débrouiller seule, parler, comprendre, être autonome. Quand on me demande aujourd'hui si je veux retourner en Ukraine, je ne sais pas quoi répondre. C'est un dilemme permanent. Y retourner, c'est retourner vers l'inconnu. Ma ville est détruite à 80%. Je ne sais même pas dans quel état je vais retrouver ma maison. Et rester ici, c'est devoir tout recommencer à zéro. Apprendre la langue, trouver un travail. Et à mon âge, cela me semble parfois insurmontable. Je sais pourtant une chose, si je trouve une stabilité professionnelle et si je progresse en français, je me sentirai enfin plus apaisée, plus chez moi. Le travail est essentiel pour moi. C'est ce qui me permet d'avoir une estime de moi, de retrouver mon indépendance et un sens à ma vie. Je n'ai pas vraiment lié de contact avec des Belges. En revanche, je suis entourée d'autres Ukrainiennes. Nous nous sommes rencontrées dans le quartier au cours de français. Ce qui nous a rapprochés, c'est la guerre. Le fait d'avoir fouillé ensemble, chacune à sa manière. Mais je suis certaine que si nous avions été voisines en Ukraine, nous serions aussi devenues amies. Parler de mes amitiés d'avant est très difficile. Beaucoup de personnes que j'ai connues sont décédées. D'autres ont disparu de ma vie. J'ai appris par les médias que la ville d'Izium avait été libérée et que les corps étaient identifiés et enterrés. Le nombre de morts est incalculable. Je sais que parmi eux, il y a des gens que j'ai côtoyés. J'ai aussi perdu contact avec une partie de ma famille en Russie. Leur attitude a changé. Ils nous voient comme des coupables. Moi qui suis russophone, qui ai grandi sous l'URSS, et j'ai aujourd'hui énormément de mal à parler de tout cela avec des Russes. Parfois, je me dis que je les déteste. Mais c'est en réalité la situation qui me semble incompréhensible. Je n'ai jamais souhaité la guerre. Je n'ai jamais voulu la destruction de ma ville. Je n'ai jamais imaginé changer de vie. Et pourtant, aujourd'hui, ma vie a radicalement changé. Pas par choix, mais par obligation. J'ai dû abandonner mes habitudes, mes repères. J'ai appris à vivre autrement. Parfois, des choses me dérangent, mais je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai survécu. Et maintenant, j'essaye simplement de continuer à avancer. Bonjour Elsa Mesconi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargée de cours en anthropologie des migrations à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Liège et directrice adjointe du CEDEM, le Centre d'études de l'ethnicité et des migrations de l'ULiège. Quelles sont vos premières impressions à la suite de l'écoute du témoignage de Tatiana ? Je trouve que c'est un témoignage qui est à la fois touchant et intéressant à analyser quelque part parce que ça permet en fait d'avoir un vécu particulier de la migration et donc de pouvoir mettre en avant certains éléments pour appréhender les migrations d'un point de vue plus particulier, plus détaillé, plutôt que d'avoir des représentations larges, parfois aussi basées sur des stéréotypes ou sur des représentations qui sont fausses. Donc, l'idée, en fait, d'avoir un témoignage du vécu d'une personne permet vraiment d'aborder les migrations de manière différente. Et alors, bien évidemment, c'est un témoignage aussi qui parle de la guerre, des violences et comment ces violences en fait impactent la vie des individus. Donc au-delà des enjeux plus macro de géopolitique qui sont concernés par les guerres. Et donc ici on voit donc l'impact de la guerre sur la vie d'une personne et quelles sont aussi les difficultés que l'on rencontre lors d'un parcours migratoire qui est déclenché donc par une situation de guerre.
Le témoignage de Tatiana montre une accumulation de pertes, le pays, la maison, le travail, les relations sociales. Quel impact ces ruptures ont-elles sur le sentiment d'identité et d'appartenance d'une personne migrante ? Alors, de manière générale, tout parcours migratoire entraîne des ruptures, une rupture avec ses habitudes, ce qui a été construit avant le départ, donc dans sa vie avant le départ pour l'immigration. Ici, on est dans le cadre d'une migration forcée, donc qui dépend de la situation de guerre. Et alors, dans ce cadre, le départ n'est pas spécialement envisagé à l'avance et on l'entend dans la narration de Tatiana. Elle décide à un moment donné de partir, mais elle attend jusqu'à la dernière minute. Donc ici, ce n'est pas un départ qui est programmé longtemps à l'avance, qui fait partie d'un projet de vie. Et donc dans ce cas, la rupture est encore plus violente. Alors, arrivée dans un pays nouveau et inconnu, donc elle dit aussi qu'elle n'a pas spécialement choisi la Belgique, oblige évidemment à se reconstruire, donc à reconstruire ses habitudes, peut-être sa profession, son réseau social, etc., à retrouver donc des repères sociaux et professionnels qui peuvent aider cette reconstruction, mais ce n'est pas facile. Donc les personnes rencontrent évidemment des difficultés dans ce parcours et tout cela aussi affecte la manière d'envisager le futur pour cette dame comme pour toute personne migrante. Donc ces difficultés et ces ruptures influencent la manière aussi de se sentir inclus ou exclus. Évidemment, il y a aussi non seulement le vécu qui influence ces sentiments, mais aussi la situation elle-même. On imagine aussi que l'âge joue un rôle dans la difficulté à se projeter dans un nouveau pays. Ici, donc, on écoute l'expérience d'une femme qui a un certain statut social et professionnel avant le départ, qui est veuve, qui a un enfant et des petits-enfants, qui a un certain âge. Donc, tous ces éléments font en sorte que son expérience de vie se fait d'une certaine manière. Donc, ce sont tous des éléments qui font partie des positionnements sociaux de cette personne, de cette dame, qui influencent son vécu. Alors, on ne peut pas spécialement généraliser, dans le sens que les enfants dans des familles migrantes peuvent vivre aussi des ruptures. Et donc, lorsque ils s'installent pour des raisons diverses dans un pays autre que celui d'où ils proviennent. Voilà, c'est en fonction des âges, évidemment, il y a aussi des expériences particulières, mais l'important, c'est de se dire qu'effectivement, tous ces éléments vont faire en sorte que la personne vit d'une certaine manière ces ruptures, cette réinstallation, cette trajectoire migratoire. Donc, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et donc, c'est important quand même d'analyser aussi et de comprendre, que ce soit pour la recherche ou pour l'intervention sociale, de comprendre quels sont les vécus spécifiques de ces personnes et qu'est-ce qui fait que ces vécus se passent d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut identifier des tendances et imaginer des réponses spécifiques aux différents types de profils de personnes qui arrivent ici en Belgique suite à la guerre ? En fait, ce qui est intéressant, c'est de mettre en évidence plutôt que des tendances, mais des spécificités. Donc, c'est clair qu'on peut retrouver des convergences dans les expériences de chacun et chacune en fonction de certaines caractéristiques communes qui peuvent être effectivement le genre, qui peuvent être l'âge, la formation, l'éducation, la formation professionnelle, l'expérience professionnelle, etc. Donc, tous ces facteurs peuvent faire en sorte que certaines expériences se ressemblent, mais ce qui est important, c'est toujours de mettre en avant les nuances, les différences, parce que c'est ça qui nous permet de se dire, oui, il y a toujours des besoins spécifiques. Il y a peut-être des besoins par catégorie, quelque part, oui, mais dans ces catégories-là, il y a toujours des différences. C'est important de ne pas les effacer, ces différences-là, pour toujours contrer certains stéréotypes et des représentations qui ne reflètent pas, en fait, la complexité et la diversité des profils. Ici, dans le cas des personnes ayant fui la guerre en Ukraine, il y a un facteur dont on peut peut-être parler, c'est le fait que ces personnes ne sont pas passées par la case centre pour demandeurs d'asile et n'ont donc pas vécu le même accueil que les autres avec ce mélange de culture et l'aspect social qui va avec cette étape. Oui, le cas des réfugiés ukrainiens est quand même assez particulier parce qu'il y a en fait des mesures politiques qui ont été activées pour
ce cas spécifique et donc il y a une trajectoire et un accueil qui a été différent que pour d'autres groupes de personnes migrantes. Donc certainement, ça a aussi une influence sur le vécu de la migration de ces personnes, le vécu de la demande de statut de séjour. Donc, et la situation de séjour change évidemment pour ces personnes par rapport à des demandeurs d'asile entre guillemets classiques qui passent, comme vous dites, par aussi la case de l'accueil collectif, par l'attente. Donc la temporalité ici est très différente par rapport à d'autres groupes de personnes. Donc une temporalité qui est plus rapide et qui permet donc de s'insérer plus rapidement dans le tissu social, culturel et économique local pour les personnes qui viennent d'Ukraine. Donc évidemment, ce n'est pas seulement les caractéristiques et les profils des personnes qui influencent leur vécu et leur expérience, c'est aussi le cadre. Et donc ici, le cadre politique et les mesures qui ont été mises en place sont différentes que dans d'autres cas. Et évidemment, donc ça influence aussi l'expérience de la personne. L'une de ces mesures a été la protection temporaire. On imagine aussi que l'aspect temporaire de leur statut influence la manière dont la personne se projette dans l'avenir ici en Belgique. De manière générale, c'est clair que le statut et la précarité du statut de séjour influencent la possibilité de se projeter ou pas dans le futur. Donc ça, c'est certain. Et donc la durée du statut et du permis que l'on obtient, évidemment, ça a ce poids dans la construction de son futur et de sa vie aussi au quotidien. Maintenant, la littérature nous dit aussi que dans les situations de migration forcée, et donc pour les personnes qui se trouvent du jour au lendemain en fait à devoir partir et prendre ce qu'ils peuvent et puis se retrouvent ailleurs, il y a toujours cette sensation de devoir peut-être repartir à nouveau, devoir retourner ou pouvoir retourner dans son pays d'origine. Donc il y a cette sensation de ne véritablement pouvoir se poser et donc un état d'alerte constant. Mes recherches sont dans les domaines des sciences sociales et donc pas de la psychologie sociale, mais évidemment ça a un impact, le vécu de guerre, sur les situations psychiques des individus et par conséquent aussi sur leur manière et leur possibilité de se projeter dans le futur. Et donc la situation de guerre, de violence et de départ forcé, non programmé dans un projet de vie, etc., ça a un impact aussi sur cette possibilité donc de s'ancrer et de s'opposer quelque part et de vivre sa réinstallation de manière sereine. Tatiana insiste aussi beaucoup sur la langue comme principal obstacle à son autonomie. Quel rôle joue la langue dans la reconstruction du lien social ? Donc la langue joue certainement un rôle important, au moins pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est par la langue qu'on peut comprendre le fonctionnement de la société dans laquelle on s'installe. Donc que ce soit pour les questions bureaucratiques de résidence, que ce soit pour l'école des enfants, que ce soit pour faire les courses. Voilà, donc c'est la langue qui nous permet en fait de vivre dans un contexte, que ce soit effectivement la langue parlée ou une langue qu'on peut utiliser pour communiquer, mais bien évidemment, donc ça passe par la communication verbale. Et puis la langue, c'est le moyen par lequel on construit des relations sociales. Donc évidemment, les autres sens et les autres moyens de communiquer peuvent aussi entrer certainement en jeu dans la construction des relations sociales, mais c'est d'abord par le verbal et donc par la possibilité de communiquer dans une langue commune, encore une fois, que ces relations sociales peuvent se construire. C'est évident que pour cette femme, le fait de ne pas maîtriser la langue devient une difficulté. Et alors, dans une situation dans laquelle on se retrouve dans un pays parce qu'on a dû quitter notre propre pays, on se rend compte qu'il y a un besoin véritable d'apprendre une langue qui puisse être utilisée dans les échanges. Est-ce que les dispositifs d'apprentissage de la langue actuelle répondent suffisamment aux besoins des personnes réfugiées ? En 2018, nous, le CEDEM et le Spiral, donc un autre centre de recherche de l'Université de Liège, avons réalisé
l'évaluation du parcours d'intégration en Wallonie. Et donc là, on a pu effectivement interroger à la fois les opérateurs du secteur, mais aussi des personnes primo-arrivantes pour comprendre si l'offre en dispositif d'intégration dans les cours de langue est suffisante et répond aux besoins rencontrés par les personnes. Et en fait, non, pas trop. Pourquoi? Pour une question de manque de place dans les cours, mais aussi pour une question d'accessibilité. Lorsque les centres pour demandeurs d'asile se trouvent dans des lieux plutôt ruraux et puis les cours se donnent dans des villes qui sont relativement proches, mais en même temps, il faut quand même pouvoir s'y rendre. Donc, il y a ces questions-là. Et puis, il y a aussi les questions du niveau de français qui est enseigné. Donc, évidemment, les personnes primo-arrivantes ont des niveaux de connaissance de la langue française qui sont différents. Et alors, on ne sait pas toujours répondre à ces nuances-là. Donc, il y a peut-être des cours dans lesquels les personnes peuvent s'inscrire et donc peuvent répondre un peu à l'obligation de suivre aussi ce parcours. Mais en même temps, est-ce qu'ils apprennent, elles apprennent véritablement ce dont ils ont besoin? L'évaluation, nous l'avons faite en 2018, donc il y a certainement des choses qui ont changé, mais ça, c'est un peu ce qui ressortait à l'époque. Et alors, une autre question qui était soulevée par les personnes que nous avons pu rencontrer, que ce qui serait davantage intéressant pour les cours de langue et aussi les cours de citoyenneté, en fait, qu'ils s'adressent au quotidien, donc à la possibilité de mobiliser ces connaissances et ces compétences qui sont acquises dans le parcours directement dans la vie quotidienne, parce qu'il y a vraiment un besoin d'opérationnaliser quelque part les connaissances apprises. Donc ça, c'est une chose. Et aussi que ce parcours permette d'aller à la rencontre de la population locale. Parce que ce n'est pas seulement apprendre la langue ou apprendre le fonctionnement de la société qui fait que les personnes primo-arrivantes, après se sentent épanouies et sereines dans leur nouvel environnement de vie. Non, c'est aussi le fait de pouvoir entrer en relation avec la population locale, dans des relations qui sont équilibrées. Donc chacun et chacune peut apporter son expérience et être considéré à la même manière que les autres. Donc tout ça fait partie un peu de ce qui est senti comme nécessaire dans le cadre d'un parcours d'intégration. Dans ce rapport, est-ce que des bonnes pratiques d'autres pays sont abordées ? Dans ce rapport que je mentionnais, donc il y a un rapport qui a été commandité par l'IWEPS, et donc une recherche aussi commanditée par l'IWEPS. Il y a une partie d'introduction qui est plutôt une revue de la littérature dans laquelle on met en avant aussi les études qui ont été menées avant la nôtre et donc qui parlent aussi d'autres approches des politiques d'intégration plus que dans les détails d'autres parcours, mais voilà, on parle quand même de différentes approches dans différents pays ou dans différentes régions aussi en Belgique. Donc ça, on le met en avant dans le rapport, mais après, la recherche de terrain était vraiment focalisée sur la Wallonie. Ce qui ressortait aussi beaucoup de cette évaluation, c'est que l'obligation de suivre les cours pesait beaucoup sur les personnes primo-arrivantes, donc comme une sorte d'injonction à s'intégrer en passant par ces cases-là. Mais cette obligation ne correspondait pas spécialement à une obligation de moyens, entre guillemets, donc au fait de mettre à disposition un budget suffisant pour couvrir, en fait, une offre qui réponde à ces besoins. Donc voilà, c'est quand même une tension qui se crée entre des personnes qui arrivent, qui ont un vécu migratoire et qui doivent suivre un parcours d'intégration, autrement ils peuvent être sanctionnés. Et d'autre côté, ils trouvent peut-être pas les cours qui leur correspondent, ils les suivent peut-être, mais ce qu'ils apprennent, c'est peut-être quelque chose dont ils étaient déjà à connaissance, ils n'ont pas pu aller plus loin. Ça n'aide peut-être pas toujours à créer des relations, ça n'aide pas toujours à trouver de l'emploi. C'est très bien que ce n'est pas facile et évident de trouver des mécanismes
parfait, mais certainement il y a une grande marge d'amélioration qui est possible. On le mettait en avant avec toute une série aussi de recommandations qui concernaient davantage le travail sur la société d'arrivée, donc dite d'accueil, et sur ce qu'elle peut offrir comme opportunité d'intégration, plus que sur le fait de devoir pousser les personnes primo-arrivantes à s'intégrer, parce que c'est dans leur volonté de s'insérer socialement, professionnellement, culturellement, dans l'environnement dans lequel ces personnes vivent. Dans son témoignage, Tatiana décrit un accueil très humain de la part du couple belge qui l'a accueilli, mais aussi une difficulté à maintenir ce lien dans le temps. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe souvent chez les personnes réfugiées ? Oui, nous avons notamment écrit un article là-dessus avec mon collègue de l'ULB, Antoine Roblin, qui a aussi beaucoup travaillé sur les questions d'intégration et sur les questions d'accueil, d'hospitalité, etc. Et nous avons étudié en fait cette relation qui se crée entre les personnes qui hébergent notamment ou qui offrent un soutien quelconque aux personnes migrantes et les personnes migrantes elles-mêmes. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que souvent, cette relation n'est pas équilibrée. Donc, il y a une représentation aussi, mais des dynamiques internes à la relation qui font en sorte que les personnes migrantes se trouvent toujours dans la position de personne qui est aidée, personne qui est invitée chez quelqu'un, ce quelqu'un qui est l'hôte, qui est celui qui fournit l'aide. Et donc, ce déséquilibre, évidemment, va influencer la relation et la possibilité que les personnes migrantes elles-mêmes jouent un rôle actif et qui contribuent donc de manière active à cette relation parce qu'ils sont toujours mis dans une position déséquilibrée. C'est la même situation dans les centres d'accueil et on peut effectivement retrouver aussi ces discours merci quelque part de nous accueillir, mais en fait c'est une situation qui nuit aux personnes migrantes parce qu'elles ne sont pas mises dans la condition de pouvoir être autonomes quelque part, de pouvoir être actifs et agents, de reconnaître leur capacité d'agir dans la relation et dans leur propre installation. Donc, c'est très délicat dans le sens qu'il y a certainement un besoin aussi en termes d'hospitalité citoyenne et il est important de travailler la société dite d'accueil pour la création de ce type de relation, de liens, pour la connaissance des personnes migrantes et pour entrer donc encore une fois en relation avec elles. Donc il y a tout ce travail-là à faire, mais il est important de le faire en mettant les personnes migrantes aussi au centre et leur capacité d'agir au centre de ces échanges et ces moments que l'on peut créer. Cette relation, tant qu'elle est vécue et représentée comme une relation déséquilibrée entre aidé et aidant, malheureusement, la place pour les personnes migrantes elles-mêmes pour exercer leur capacité d'agir est limitée. C'est quelque chose d'assez complexe de trouver un équilibre dans la relation entre les nouveaux arrivants et les locaux, notamment dans une relation d'aide. Oui, évidemment, c'est tout à fait normal. On arrive dans un pays, on ne connaît pas son fonctionnement, pas spécialement, quoique il y a quand même certaines connaissances et évidemment que les personnes migrantes ont, parce que lorsqu'elles préparent leur voyage, donc il y a toute une série d'informations qui sont quand même prises, mais voilà, c'est une société nouvelle. Je pourrais peut-être faire un exemple plus concret aussi. Une étudiante dans le cadre d'un de mes cours, elle a travaillé sur un projet donc d'une autre association liégeoise, Interra, un projet qui prévoit en fait des duos de personnes, donc une personne locale et une personne primo-arrivante, qui entrent en relation et qui ensemble découvrent ou redécouvrent la ville de Liège, son fonctionnement, mais aussi ce qui se passe en termes sociaux, en termes culturels, etc. Et alors cette étudiante disait, alors qui sont les personnes locales? Est-ce que dans cette idée de ce profil de personnes locales, peut-on aussi mettre une personne migrante qui a vécu à Liège depuis quelque temps et qui connaît Liège et qui devient une personne locale et qui peut tout à fait avoir ce rôle-là dans ce projet de duo, dans cette relation. Donc voilà, c'est un changement de perspective
Et c'est aussi de laisser la possibilité à ce que les personnes migrantes puissent assumer un rôle différent que le rôle de aider à chaque fois. Donc ça, c'est important pour que la relation se développe sans ce sentiment de devoir toujours remercier pour ce que l'on a et pas pour ce qu'on peut donner aussi. Des projets comme ceux de certaines associations, ici on a cité Intera, mais il y en a aussi d'autres à Liège, sont vraiment des initiatives importantes pour aider les personnes qui arrivent en Belgique à trouver leur place. Et on revient à ce qu'on disait tantôt sur la diversité des trajectoires migratoires. Chacun et chacune, personne migrante, ok, on peut la mettre dans la catégorie personne migrante, mais après, quelles sont ses spécificités, son vécu, quels sont les apports justement que cette personne de manière particulière peut amener dans la relation. Donc voilà, c'est ça que ces projets peuvent mettre en avant et en faisant ainsi, ils peuvent quand même contribuer à changer ces relations déséquilibrées qui se créent dans la société. Et aussi le fait de sortir des catégories. Alors, les catégories sont importantes parce que c'est au travers des catégories qu'on perçoit le monde. Mais en même temps, il est toujours important de les questionner, ces catégories, ces cases dans lesquelles on met les personnes. Donc, la case personne migrante, et après, on a la case en fonction du statut de séjour, de l'origine, de plein d'autres caractéristiques. Donc, il est important de se dire, est-ce que cette case correspond, oui ou non, et en quoi et avec quelle nuance au vécu spécifique de la personne et au vécu particulier de la personne. Et on se rend compte, encore une fois, qu'il y a tellement de diversité que la case fonctionne plus ou moins. Et donc, c'est toujours important de mettre en avant ces nuances pour se dire que oui, si les catégories sont là parce qu'elles contribuent quelque part à la manière dont on fonctionne, nous en tant qu'humains et la société dans laquelle on vit, mais ces catégories ne doivent pas limiter quand même notre capacité de réfléchir et les capacités d'aller à la rencontre des autres. Oui, il y a encore à ce niveau-là du travail à faire. Oui, et comme je le disais, dans l'évaluation du parcours d'intégration, nous avons élaboré toute une série de recommandations qui portent, encore une fois, non seulement sur les mesures du parcours d'intégration, mais aussi sur les questions d'interculturalité et donc sur le travail, sur la société d'accueil. Donc, il faut lever les barrières à l'intégration avant ou en parallèle de la mise en œuvre de dispositifs d'intégration pour les personnes migrantes. Donc, ce travail sur la société dite d'accueil est fondamental. Tatiana explique qu'elle est quasiment exclusivement en contact avec d'autres Ukrainiennes, notamment dû à la langue. Est-ce un passage presque nécessaire dans le processus d'intégration ou un risque d'isolement à long terme ? Alors, je dirais que ce n'est pas spécialement un passage obligé, mais que dans certains cas, ça peut faciliter si la personne qui arrive a des contacts ou arrive à trouver ou créer des liens avec des compatriotes. Ça peut être plus simple pour la question de la langue et d'autres questions de se retrouver quelque part. Maintenant, ce n'est absolument pas un passage obligatoire quelque part. Et ce que je soulignerais, c'est quand même que ce n'est pas en soi un processus qui va exclure d'autres processus de socialisation. Ce n'est pas parce qu'on arrive et qu'on retrouve des personnes qui viennent de notre pays d'origine, qu'on passe du temps avec elles, que peut-être ça nous aide aussi à se reconstruire un peu dans ce nouvel environnement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à la rencontre d'autres personnes ou qu'on n'est pas prête à le faire. Maintenant, encore une fois, il faut que les autres personnes, et donc que les habitants locaux et qui ne sont pas issus de la même communauté, qui soient ouverts à ce type de relation. Évidemment, si l'on rencontre de la discrimination et des représentations négatives et donc on a du mal à interagir avec d'autres personnes que celles qui trouvent un lien parce qu'on vient du même pays, ça a plus un impact que le fait d'avoir des relations avec des personnes qui viennent du même pays que le nôtre. Tatiana explique également qu'elle habite actuellement dans une zone résidentielle construite suite aux inondations à Liège et qui sert aujourd'hui pour l'accueil des réfugiés. Que peut-on dire par rapport à ce type de dispositif ?
Ce sont en fait des partages d'expériences qui se font avec des personnes qui ont peut-être vécu des parcours similaires, qui viennent d'un pays qui est le même. Et donc, évidemment, ça peut créer des relations, mais ça peut aussi créer des tensions. Il peut y avoir des tensions internes pour des raisons diverses, que ce soit des positionnements politiques, que ce soit provenance régionale différente, etc. Donc, il ne faut pas non plus généraliser, mais ce type de rencontres peuvent aussi avoir une influence positive dans le fait de ne pas se sentir seul, peut-être aussi, de pouvoir relativiser son expérience, parce que c'est une expérience qui a aussi été vécu par d'autres personnes. Puis là aussi, les études montrent quand même que les réseaux communautaires peuvent aussi faciliter cette insertion socio-professionnelle, parce que c'est par ce réseau qu'on peut peut-être trouver du travail, qu'on peut peut-être trouver du soutien familial, etc., etc. Donc évidemment, ça a un poids aussi positif dans la reconstruction de soi, la construction des relations, le fait de pouvoir s'appuyer aussi sur des personnes de sa communauté d'origine. C'est une question d'opportunité aussi. Si on a du mal à trouver du travail parce qu'on se fait à chaque fois discriminer à l'embauche, peut-être l'ami de famille qui est là aussi et qui a un magasin et qui peut nous accueillir, ça va peut-être être la voie par laquelle on arrive à trouver un travail. Donc, encore une fois, c'est aussi une question d'opportunité et de ce que la société d'arrivée peut offrir ou pas. Le travail semble central pour Tatiana, à la fois comme source d'autonomie, d'estime de soi et de stabilité. La mise en emploi est-elle si structurante dans le parcours post-exil? Donc toujours dans l'évaluation du parcours d'intégration, mais aussi dans une recherche plus récente que nous avons menée au CEDEM sur l'accès des primo-arrivants et primo-arrivantes aux droits sociaux. Donc nous avons constaté, et on le savait quand même déjà, que les personnes migrantes, primo-arrivantes ici plus particulièrement, sont en demande de pouvoir travailler. Donc, c'est certainement quelque chose qu'ils et elles envisagent. Après, ils rencontrent toute une série de difficultés qui sont, on a parlé de la langue, et c'est pas seulement le fait de ne pas spécialement parler et comprendre la langue, c'est aussi que malheureusement, souvent, on demande une connaissance de la langue pour pouvoir exercer certains emplois, alors que peut-être il y a aussi une souplesse qu'on pourrait avoir, encore une fois, au niveau donc du secteur plutôt de l'emploi. Il y a une demande de pouvoir travailler. Ça, c'est certain, une volonté, parce que les personnes nous disaient aussi que c'est par le travail aussi qu'elles sentaient de pouvoir contribuer donc à cette société et appartenir à cette société. Et donc, encore une fois, on démontre que les personnes migrantes ont un rôle important et actif à jouer. Et il y a toute une série de difficultés rencontrées. Je parlais de la langue, mais aussi l'équivalence des diplômes, la possibilité de reconnaître les compétences et les expériences préalables des personnes migrantes. On n'a pas spécialement des dispositifs qui le permettent. Donc, les personnes, souvent, elles arrivent à démontrer, mais cela n'est pas spécialement accepté, à démontrer donc ce qu'elles ont fait avant et ce qu'elles peuvent faire et comment elles peuvent contribuer, encore une fois, à la société dans laquelle elles s'installent. Et donc, souvent, elles peuvent pas exercer leur métier parce que leur diplôme n'est pas reconnu. Soit on propose des formations qui durent ou on propose parfois, avant la mise à l'emploi, une sorte de préparation au niveau social, donc qui est peut-être, oui, la langue, mais pas que, une sorte d'éducation quelque part. Il y a toujours un peu cette mise en emploi donc qui est lente en fait. Et puis quand on propose un travail, un emploi, peut-être c'est pas l'emploi que la personne a déjà exercé. On va là aussi se baser sur certaines représentations, souvent genrées. Les femmes qui n'ont peut-être pas de qualification, dont les qualifications ne sont pas reconnues, on va leur proposer des postes dans le secteur des soins. Et donc, il y a des représentations et des associations parfois qui sont sur base de l'origine des personnes. Et donc, comme certains aussi travailleurs du secteur nous le disaient, parfois on place les personnes dans des cases
qui sont aussi des cases professionnelles. Donc, on oriente des personnes vers certains emplois, indépendamment de leur expérience précédente, parce qu'on ne sait pas les valoriser, on les oriente vers ces cases, vers ces emplois qui ne leur conviennent pas trop. Et donc là, ça devient difficile après. Ça devient difficile de s'épanouir dans une profession qui nous a imposé, qui ne nous convient pas, qui ne correspond pas à ce qu'on sait faire et on pourrait faire aussi. Donc, le travail est très important, la mise en emploi est très importante pour les personnes, mais en même temps, les difficultés rencontrées sont très importantes aussi. Et donc, encore une fois, c'est là qu'il faut travailler sur la création d'opportunités de mise en emploi. Tatiana parle d'un dilemme permanent entre rester et retourner. Comment cette incertitude affecte-t-elle l'investissement social et personnel dans le pays d'accueil ? Tout être humain a des besoins et donc toute personne va faire en sorte de répondre à ses besoins, et notamment lorsque la société dans laquelle cette personne vit n'aide pas spécialement. Donc évidemment, chacun et chacune, y inclut les personnes migrantes, vont s'installer dans un environnement dans lequel elles vont vivre, elles vont chercher un emploi, elles vont chercher une école pour leurs enfants, elles vont chercher les endroits où pouvoir faire leurs courses, elles vont chercher un logement. Donc on n'a pas parlé de logement à part pour les questions d'hébergement, mais donc voilà. Tout ça, ça implique que les personnes agissent encore une fois de manière active et qui donc cherchent à répondre à leurs besoins vitaux. Parfois, la priorité des personnes peut se situer ailleurs. Oui, et puis effectivement, le vécu de la migration et des traumatismes qui peuvent être liés à la migration, c'est quelque chose auquel parfois on n'a pas le temps de répondre parce que justement il faut trouver un logement, il faut trouver un emploi, il faut s'occuper des enfants, etc. Et puis il y a tout ce vécu qui reste là et qui à un moment donné va peut-être ressortir, qui va peut-être créer des souffrances ultérieures, qui va peut-être empêcher en fait de s'épanouir. Voilà, il faut aussi penser que les personnes migrantes ont quand même des vécus particuliers et certains de ces besoins peuvent être prioritaires par rapport à d'autres, ou en tout cas, il faut pouvoir y répondre avant de passer à autre chose. Alors pour conclure cet épisode, on peut peut-être résumer ce que dit la recherche par rapport aux conseils donnés pour recréer du lien social. L'enjeu central est de travailler sur l'ensemble de la société, donc pas viser les personnes migrantes comme étant celles qui doivent changer, qui doivent apprendre. Elles ont des besoins, donc il faut répondre à ces besoins. Il faut que ces personnes aient des opportunités, donc que la société crée ces opportunités. Et donc, le travail est plutôt collectif et sur l'ensemble de la société et pas en visant de manière unique, univoque les personnes migrantes. Donc, faciliter des espaces d'échange ouverts à tous les habitants, que ce soit au niveau de la ville, du quartier ou plus large. Et là-dedans, donc, reconnaître la diversité des profils, et donc encore une fois, mais la diversité de profils au-delà des catégories. Donc il ne faut pas penser ces événements toujours comme des événements entre personnes migrantes et personnes locales, en les mettant dans deux cases complètement distinctes qui ne se rencontrent jamais, chacun avec ses propres vécus et caractéristiques. Non, allons voir plus en détail les nuances, les diversités, encore une fois en termes de genre, d'âge, de statut social de différents ordres, d'éducation, etc., etc. Les différences et les convergences. Donc, et on verra qu'il y a une situation qui est beaucoup plus complexe que ces deux grosses cases, deux grosses catégories. Et c'est en ce terme-là qu'il faut penser, je pense, les événements aussi interculturels que l'on va organiser. Donc, ces moments de rencontre et d'échange entre tous les membres de la population, sans vouloir les catégoriser avec ces macro-catégories qui, malheureusement, effacent les nuances et les spécificités et ne permettent pas, après, des rencontres et des relations équilibrées, comme on le disait tout à l'heure.
Merci Elsa Mescoli pour cette interview et merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour le 3e et dernier épisode de cette saison où nous aborderons la question de la reconstruction d'un pays après une guerre avec le témoignage de Fatima, réfugiée syrienne, et avec Benjamin Pelletier, chercheur et coordinateur bénévole chez Amnesty International Belgique spécialisé dans la Syrie. Nous vous invitons à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et de suivre notre actualité sur notre site internet cripel.be ou sur nos différents réseaux sociaux. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.